Salut Jésus, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Jésus, tu es secrétaire général de l'Union fédérale des ingénieurs cadres techniciens au sein de la Fédération CGT des services publics. Si j'ai souhaité t'inviter, c'est que le gouvernement a annoncé hier mardi que les fonctionnaires bénéficieraient dès le 1er juillet prochain, c'est-à-dire dès la fin de semaine, d'une augmentation générale de 3,5% qui met fin au gel du point d'indice depuis 2000. Le 16 ou 18, je ne sais plus. Mais enfin, depuis très longtemps, il y avait eu un gel global, je crois, depuis le début des années 2010, avec juste un petit dégel au moment en 2016 avec François Hollande, qui était de 1,6%, je crois. Comment tu accueilles cette décision de l'exécutif? Alors, avec beaucoup de regrets et de surprises, puisque aujourd'hui on a une inflation à 5,2% et la revalorisation n'est que de 3,5%. Donc, alors qu'on sait en plus qu'avec les 2 mois d'été, on risque d'avoir une inflation à 7-8%. Donc, la mesure de rattrapage qui visait à permettre aux fonctionnaires des 3 versants d'avoir un pouvoir d'achat rétabli compte tenu du coût de l'inflation, eh bien, c'est loupé. Donc, pour le coup, alors sans surprise, on savait que le gouvernement n'allait pas revaloriser à la hauteur, mais quand même, c'est pas une mesure qui est à la hauteur des enjeux et des revendications, puisqu'à la CGT, fonction publique, on demande une revalorisation à 10% au 1er janvier 2022 pour rattraper les pertes de pouvoir d'achat depuis 2017 au moins, puisque la dernière revalorisation datait de 2017. Mais on sait aussi que les pertes de pouvoir d'achat, en réalité, elles datent soit de 2010, puisque c'est le gel du point d'indice, mais en réalité de 2000. Et si on regarde précisément les pertes par catégorie, ce qui fait à peu près 810 € pour les agents de catégorie A, 496 pour les agents de catégorie B, donc secrétaire administrative, hein, et 377 € pour les agents de catégorie C, les agents de maîtrise notamment, les responsables de travaux ou les agents techniques. Donc c'est une véritable déception. On maintient nos revendications d'une valorisation à 10% et on souhaite que les prochaines réunions qui ont été annoncées hier par M. Guérini soient à la hauteur des enjeux de la valorisation et du paiement du travail. Bon. Alors justement, lorsque Stanislas Guérini ou son ministère, je ne sais plus si c'était lui ou si c'est son entourage, qui disait que voilà, c'était l'augmentation du traitement des fonctionnaires la plus forte depuis 1985, que ça allait coûter 7,5 milliards d'euros. D'après toi, c'est pas un effort qu'ils font, c'est juste de l'affichage et de la communication. Alors, c'est simplement, si ça avait été à hauteur des 10%, ça aurait été simplement la revalorisation juste d'un dû, puisque le point d'indice est le critère simplement d'augmentation des salaires par rapport au prix des biens de consommation. Mmh. Voilà, indépendamment du régime indemnitaire, des mesures de JPA, qui sont des mesures de rattrapage par rapport au SMIC. Hein, et donc, pour le coup, on a depuis 2010 une vraie dévalorisation des salaires, une économie faite par les gouvernements successifs pour, en réalité, faire des mesures catégorielles. On l'a vu avec le Ségur, hein, des mesures de valorisation par catégorie, les infirmières, les aides-soignantes, mais en oubliant l'ensemble des autres fonctionnaires, ce qui crée des inégalités de traitement. Et en plus, sans parler du fait que dans les collectivités territoriales, tous les maires, tous les conseils départementaux, conseils régionaux ne donnent pas un régime indemnitaire. Donc, en réalité, on est sur un décrochage du paiement du travail des fonctionnaires et une dévalorisation des qualifications, puisqu'il n'y a pas que les agents de catégorie C et B qui sont maintenant en dessous du SMIC, hein, pour les premiers grades de B, mais on a aussi une perte de pouvoir d'achat et par rapport au SMIC pour la catégorie A, parce qu'aujourd'hui, on est, pour le premier salaire en catégorie A, c'est-à-dire un bac plus 3, hein, une licence, à seulement 11% au-dessus du SMIC. Mmh.
Et donc, eux aussi, parce que c'est vrai que ce que tu dis est tout à fait juste, parce qu'on entend beaucoup les gens du parti présidentiel dire « Ah non, on est contre une hausse généralisée de tous les traitements, parce qu'ils trouvent ça, j'avais noté, inéquitable et coûteux. » Et donc, c'est vrai qu'il y avait à la fois par catégorie A, B ou C, ils disaient, voilà, on va plus se concentrer sur les C que sur les A. Et en plus de ça, il y avait aussi par secteur, c'est-à-dire on va plus s'occuper de la santé ou de l'éducation, parce qu'on a entendu Pape Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation, dire qu'il voulait que les nouveaux fonctionnaires de la fonction publique de l'éducation nationale aient un salaire à 2000 euros. Donc voilà, une réflexion aussi par secteur. Vous, ça vous plaît pas? Vous voulez une augmentation générale de tous les traitements? Oui, déjà parce que c'est une question d'égalité de traitement. Un agent de catégorie C, qu'il soit dans la fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale ou la fonction publique d'État, doit être payé de la même manière puisqu'il c'est un fonctionnaire et titulaire de son grade et occupe les emplois qui lui correspondent. Donc s'il occupe le même emploi, quel que soit le versant, il doit être payé pareil. Mmh. Et en plus que ça peut être une mesure d'attractivité. Là aujourd'hui, il y a beaucoup d'employeurs qui parlent de problèmes d'attractivité, mais qui sont liés d'abord à la baisse des salaires. Et donc beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent plus passer les concours parce qu'ils sont déjà organisés de manière discontinue, une année tous les 2 ans, mais aussi parce que c'est mal payé. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, un médecin scolaire, pour qu'on en trouve un dans l'éducation nationale, il faut le payer 10 000 euros. Alors qu'un médecin de prévention dans la fonction publique territoriale, c'est 6 000 euros. Donc on voit bien les ingénieurs, hein, je ne parle pas des ingénieurs, mais c'est la même. Et donc pour le coup, il y a un vrai déclassement dans la fonction publique. Nous, on revendique un SMIC à 2 000 euros et l'évolution des échelles de salaire de la catégorie C à la catégorie A, en prenant en compte, bien entendu, les qualifications. Alors justement, en parlant de ces catégories, pendant sa campagne, Emmanuel Macron avait promis, on ne sait pas s'il va vraiment le faire, mais d'engager une réflexion concertée, notamment avec les partenaires sociaux, pour aller vers, je cite, une réforme complète des grilles et de l'organisation de la fonction publique, parce que, je continue de le citer, hein, il disait que le système en catégorie C, B et A avait beaucoup de rigidité, on le voit bien. C'est ce qu'il avait ajouté, et qu'il le considérait comme étant un peu à bout de souffle. Est-ce que vous, je ne sais pas, à la CGT, est-ce que vous considérez que ce système, il est tout à fait, il est toujours d'actualité, enfin, c'est le meilleur qui soit et il ne faut pas le faire bouger, ou est-ce que vous pourriez je sais pas, apporter de l'eau à son moulin, au moulin d'Emmanuel Macron, et dire bon, on peut peut-être envisager des évolutions, et le système ABC n'est peut-être pas le meilleur? Alors, le système ABC, il est toujours aussi performant, contrairement à ce que le libéralisme peut avancer. C'est-à-dire que la conception actuelle, c'est le salaire à vie qui est remis en cause, puisque d'ailleurs c'est pour ça que les traitements des fonctionnaires, quelles que soient les catégories, sont plus bas que ceux du privé. Hein, je reprends l'exemple de l'ingénieur. Un ingénieur dans la fonction publique, il est aujourd'hui à 3 500 euros avec le régime indemnitaire, alors que dans le privé, il est autour de 6 000 euros. Donc c'est pour cette raison-là que depuis la création de la fonction publique donc en 1945, les rémunérations sont continues et sont garanties aux fonctionnaires, mais aussi parce qu'il y a une question de valeur. C'est pour garantir un service indépendant, libéré de toute pression, voire d'arbitraire du pouvoir exécutif, et qu'il fallait garantir aux fonctionnaires un traitement qui évolue constamment. Et puis, il y a une deuxième raison à l'évolution de ces grilles indiciaires, c'est que l'expérience acquise au cours des fonctions et de l'emploi permet de dire qu'on est plus qualifié, et donc pour le coup, une augmentation avec un point d'indice, une grille, hein, un échelon, tous les 1 an et demi à l'époque, qui sont passés depuis la réforme de PPCR en 2007-2017 à 3 ans en moyenne pour toutes les catégories, ce qui fait que ça a largement empêché l'évolution des salaires, mais aussi la prise en compte des rémunérations. Aujourd'hui, il y a une tendance dans les services RH, ou les cadres de direction, à dire qu'il faut davantage valoriser la rémunération par les métiers que par les fonctions. C'est une erreur parce que ça créera beaucoup plus d'inégalités.
Ça créera aussi des difficultés fortes et ça va accentuer les problèmes de mobilité, d'attractivité en réalité entre les versants. Et pour le coup, les villes où les employeurs les plus riches vont pouvoir recruter les personnes les plus qualifiées, et puis donc ça va forcément créer des inégalités de traitement, mais aussi des services qui seront de moins bonne qualité en fonction de la richesse des employeurs publics. On a, tu n'es pas sans savoir que depuis dimanche en 8, on a une nouvelle assemblée avec près de 150 députés de la NUPES, hein, donc de la gauche. Est-ce que tu penses que c'est un bien par rapport à vos revendications? Est-ce qu'ils vont les porter? Quelle relation vous entretenez avec ces députés de la NUPES? J'ai vu par exemple que Clémentine Autain et Daniel Simonet, qui sont deux députés de la NUPES de la France Insoumise, avaient par exemple repris vos propositions dans des tweets après l'annonce du dégel du point d'indice par le gouvernement. Alors, le partenariat avec les élus du peuple à l'Assemblée nationale ne date pas d'hier, puisque la CGT, notamment dans notre fédération des services publics, on a déjà des représentants au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, et pour le coup, on porte nos propositions au travers de cette instance nationale de dialogue social au sein du Parlement. Et à chaque fois qu'il est possible, on discute avec les parlementaires sur les propositions qu'on a. Je prends un exemple très concret. Aujourd'hui, on a une filière enseignement artistique composée d'enseignants dans les conservatoires, les écoles de musique, qui est en train de mourir, avec 25 000 assistants qui sont en catégorie B, alors qu'ils exercent des missions d'enseignants, professeurs, qui devraient être en catégorie A. Le collège employeur et le collège employé au Conseil supérieur ont voté à l'unanimité en 2018 un rapport que j'ai pu présider, parce que j'ai présidé la commission des statuts. Or, aujourd'hui, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, ces agents sont sous-payés, malgré d'ailleurs, je note, le relais de parlementaires de l'UDI dans l'Assemblée pour interroger Madame Montchalin quand elle était ministre de la fonction publique sur cet aspect. Donc, nous allons réitérer notre sollicitation par écrit, mais aussi les rencontrer pour que nos revendications puissent être portées dans l'hémicycle et fassent l'objet des questions parlementaires chaque mercredi. Voilà. J'ai une dernière question, Jésus. On l'a vu hein, au cours de cet entretien, la situation des fonctionnaires, notamment sur le pouvoir d'achat. On n'a pas parlé de tout ce qui était aussi leurs moyens hein, pour pouvoir travailler correctement, est assez catastrophique et ne fait que s'aggraver. Vous, à la CGT, vous faites que tirer la sonnette d'alarme et depuis longtemps, mais la question c'est jusqu'à quand en fait, jusqu'à ce que ça ait dégoûté absolument tout le monde. Tu parlais tout à l'heure du problème de recrutement en fait dans les différentes fonctions publiques, que ce soit dans la fonction publique territoriale, dans la fonction publique de la santé, enfin, hospitalière ou dans la fonction publique d'État. On voit hein, dans l'éducation nationale, par exemple, ils n'arrivent pas à recruter. Comment est-ce que Enfin, est-ce que tu penses sincèrement que genre il y ait la possibilité, je sais pas moi, en fait, je me pose la question de savoir si on est condamné à assister en fait à la paupérisation de nos services publics, voilà, année après année. Je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une martingale à trouver, je sais pas, la grève générale, pour essayer de changer le braquet et d'arrêter que nos services publics ne fassent que s'appauvrir après année. Alors il y a l'élection. Mais hélas, là, on a un peu raté le coche. Enfin, on a la gauche, en tout cas au sens large, enfin, ceux qui défendaient le plus les services publics, ben, ils n'ont pas gagné ni la présidentielle ni les législatives. Donc, qu'est-ce qui reste après là? On est condamné à se faire massacrer pendant 5 ans? Alors, ce qui est délicat, c'est qu'il n'y a pas que les fonctionnaires et d'ailleurs des contractuels hein, qui augmentent dans la fonction publique qui luttent. C'est aussi la question des citoyens, des usagers du service public. Et moi je note depuis une quinzaine d'années, il y a quand même des mouvements, des initiatives hein, de citoyens et d'élus municipaux de défense des services publics qui sont créés dans des collectivités pour défendre cette conception du service public local. En réalité, depuis la RGPP, depuis la LOLF, il y a une tendance à la baisse de la dépense publique, qui est un dogme libéral, qui ne prend pas en considération les besoins de services publics. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que la crise du Covid a mis en évidence dans la fonction publique hospitalière
la suppression des lits alors que les besoins d'accueil étaient énormes et on n'a aujourd'hui pas assez de soignants dans les hôpitaux. Donc, c'est une lente conscientisation, je dirais, des citoyens, des élus et des fonctionnaires et des contractuels. Je pense qu'on va arriver à terme de cette logique-là, puisque à la CGT, on est bien conscient aussi que les employeurs publics doivent faire leur chemin. Et c'est pour ça que dans le cadre de la conférence qu'il doit y avoir avec M. Guérini et les employeurs, nous sommes favorables à ce qu'il y ait des mesures de dotation supplémentaire dans les budgets des employeurs publics. Mais ça veut dire qu'il faut aller prendre l'argent où il est aujourd'hui, le redistribuer. Donc c'est plus une question politique qu'une question technique ou technocratique. Hein. La rationalisation des dépenses publiques, c'est une question d'aller chercher, par exemple, les 140 milliards d'argent public qui sont distribués aux entreprises publiques. C'est aussi aller chercher les 80 milliards de dividendes qui sont aujourd'hui aux entreprises. Donc, le financement, il existe. C'est la volonté politique et on est dans des politiques d'austérité. C'est pour ça que nous militons pour une fonction publique d'intérêt général et d'utilité sociale, d'autant plus que les enjeux environnementaux, en réalité, vont venir peut-être changer la donne et obliger l'État à faire plus d'efforts en direction des citoyens et trouver peut-être aussi d'ailleurs d'autres modes de gouvernance plus locales, plus girondines, je dirais, entre guillemets, pour faire référence à cette logique, où les élus locaux auraient davantage la main sur un certain nombre de moyens, mais bien entendu, toujours avec un État centralisateur, puisque la question de l'égalité territoriale est essentielle pour que tous les besoins soient satisfaits, même si après, il y a des propositions différentes par territoire. Mais juste, et ce sera la toute dernière question, tu me dis que genre, ce sont des choix politiques qui sont faits notamment par le pouvoir en place, mais comment est-ce qu'on fait pour... Est-ce que le pouvoir en place, théoriquement, il est là pour 5 ans. Donc, je parle du pouvoir à la fois au niveau de la présidence de la République, et puis bon, on va voir quelle majorité vont réussir à faire, mais je ne pense pas qu'il soit une majorité de gauche qui sorte des négociations cette semaine. Donc, est-ce qu'on est condamné à attendre 5 ans, à regarder les trains passer, enfin plutôt les trains s'arrêter et la fonction publique se désosser petit à petit? Est-ce que, je te parlais de la question de la grève, je sais que la grève générale ne se décrète pas, mais c'est quoi exactement nos moyens, à la fois en tant que citoyen, mais aussi en tant que salarié et en tant que vous, en tant que syndicat, c'est quoi nos moyens en fait pour lutter contre le tsunami néolibéral qu'on a en face de nous? Il y a la lutte locale, et moi je note qu'il y a beaucoup de grèves qui ne sont pas forcément relayées d'ailleurs par les médias généraux, notamment sur les 607 heures, et il y a un travail de fait dans certains territoires, et d'ailleurs je vois que c'est satisfaisant. Des accords pour maintenir les acquis et les conquis sociaux depuis 1945. Il y a un travail de fait aussi sur le plan institutionnel, et pas simplement la lutte locale, notamment, j'en évoquais tout à l'heure la question du Parlement, mais aussi au niveau de l'Europe, puisque se négocie en ce moment un SMIC européen. Donc la CGT, notamment notre Union générale des ingénieurs techniciens, qui a la présidence d'Eurocadre, use de tous ses moyens légaux pour, en interversant, mais aussi en intersyndical, pour convaincre le Parlement européen d'avoir un accord le plus positif possible, puisqu'on a quand même compris qu'il y a un certain nombre d'applications de règles au niveau de la France, en réalité, se décident au niveau européen. Et donc, il y a aussi besoin d'avoir une Europe sociale pour pouvoir avoir le plus un socle de droits sociaux garantis, quels que soient les gouvernements et les États. La préoccupation européenne en ce moment est davantage sur le conflit avec l'Ukraine, mais on voit que ça génère notamment des profits pour des entreprises au détriment des peuples et des populations. Donc, demain, nous continuerons à défendre l'idée d'un service public local adapté à tous. Et je pense que nous avons une alternative maintenant au Parlement, le retour d'un vrai débat démocratique, social, pour une République indivisible, laïque et égalitaire. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Jésus. Merci à toi. Moi, je t'en prie. Et puis à une prochaine.